Bonjour, parce que là je suis d'affilée en train de vous enregistrer euh, les cours nécessaires pour cette semaine et j'ai rencontré un petit problème par rapport à la vérification de ma chaîne YouTube, mais j'espère pouvoir mettre fin à ce problème dès que possible. Bah voilà, après avoir téléchargé le premier cours d'analyse de discours, bah, me voilà pour faire de nouveau l'introduction à votre cours de traduction. Eh ben, ces diapos, bah, j'en compte 16, je pense, oui, 16 diapos, mais je vais quand même m- me limiter à une brève introduction avant de passer au bouquin, parce que là, j'ai fait télécharger un bouquin essentiel à ce que je sache pour la traduction euh, du français vers l'arabe et vice-versa. C'est un manuel de traduction fort connu. Et c'est la troisième, je pense, édition augmentée, corrigée. Donc, je vais télécharger ça plus tard. En attendant, je vais vous parler brièvement des deux grands types de la traduction aujourd'hui, donc la pragmatique ou technique et la traduction littéraire. Donc, nous distinguons deux types de traduction, grosso modo, donc la traduction technique et la traduction littéraire. Et il y a Jacobson, à ce que je me rappelle, qui avait dit que la littérature ou la poésie, plus précisément, c'est une tâche difficile. Donc, c'est une traduction impossible parce qu'on n'arriverait jamais à traduire un poème. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de voir euh, qu'est-ce que c'est que ça, qu'une traduction technique. Donc, il n'y a pas de modèle idéal ni de modèle unique, mais plusieurs possibilités de traduction d'un même texte. Donc, ce sont des particularités et des parenthèses à faire. Une image infidèle, traître, peu respectueuse, sélective, elle implique un décalage. Donc, vous allez vivre cette expérience vous-même lors de la traduction d'un même texte. Vous allez voir que certains d'entre vous auront tendance à faire tel ou tel choix, à opter pour tel ou tel euh, mot, hein, donc le choix lexical et le choix, même votre style, il va faire de sorte que vous soyez nombreux à vous confronter stylistiquement, parce que chacun dispose d'un style bien évidemment différent de celui de son collègue. Bon, les originaux ne vieillissent pas, mais les traductions, oui, hein. Parce que c'est Walter Benjamin. Encore une fois, euh, tous les phénomènes de traduction ont en commun l'acte de reformulation. On entend réexpression d'un message sous une autre forme. Donc, la traduction, ça revient à dire que la traduction est une reformulation, et un changement de code linguistique. Donc, phénomène majeur à l'image négative du point de vue du grand public, suspicion sur le traducteur, croyance en une infériorité de la traduction comparée à l'original. Donc, la traduction mal identifiée, mal rémunérée. La, la théorie de la traduction, il ne faut pas confondre, hein, confondre la traduction à la traductologie, parce que la traductologie, c'est la théorie de la traduction. La traduction, c'est plutôt la pratique, quoi. Donc, c'est, le mot traductologie désigne la science, logos, de la traduction traducto, يعني la traductologie est la discipline
qui étudie à la fois la théorie et la pratique de la traduction sous toutes ses formes variables, non verbales, pardon, et non verbales. La traduction dans toutes ses manifestations. Donc, une sous-discipline de la linguistique, elle pose une question sur quels critères peut-on juger que telle traduction est acceptable ou non, hein. Donc, histoire de la traduction comme science après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945 à 1955, premier réel questionnement sur la traduction. Dans ces années, ce sont les linguistes qui s'intéressent à la traduction. Georges Mouna, qui a écrit bien évidemment Les Belles Infidèles, et c'est une œuvre genèse, c'est une œuvre monumentale quoi dans le monde de la traduction, hein. Il n'y a pas de département de traduction dans le monde entier, dans les quatre coins du monde, qui ne fait pas référence à cette œuvre majeure, à cette œuvre fondatrice, hein, Les Belles Infidèles. Et ce sont des textes, des traductions, bien sûr, parce que Les Belles Infidèles, c'est déjà, ça donne à confondre, parce que Les Belles Infidèles, c'est comme si les textes étaient des femmes belles et infidèles. Donc ça date de 1955. Il s'agit d'une étude historique sur la manière dont on traduisait au XVIIe, au XVIIIe siècle. Edmond Carré, La traduction de le monde moderne. Ça, c'est un livre aussi important, une œuvre genèse aussi. Dès lors, varie césure, institutionnalisation de la traduction, filière universitaire, hein, Saarbrücken, école de traduction. Donc, les formes de traduction de la langue source à la langue cible, hein, donc la traduction directe ou littérale, parallélisme possible entre les deux langues, et la traduction est oblique, équivalence à choisir. Donc, voilà ce qui est à éviter, en fait, les traductions mot à mot. Nous allons par la suite voir les différentes techniques de traduction qui vont peut-être nous accompagner dans le bouquin dont je vous parle. Bon, la traduction oblique littéraire, c'est le message seul reflet de la situation qui permet, en dernière analyse, de se prononcer sur le parallélisme de deux textes. Ça, c'est une citation de Darblet, une traduction interprétative constant que le passage d'une langue source à une langue cible nécessite des manœuvres peut-être efficaces, inintelligibles, choix de traducteur pour rendre compte de l'originalité du texte source. Les méthodologies, il existe deux méthodologies de traduction qui coexistent, hein. En fait, c'est recréer, retranscrire. Recréer, euh, c'est c'est avec accent, hein, donc c'est parce que c'est en majuscule que vous voyez pas les accents aigus. Donc c'est créer, mais à nouveau, c'est recréer et essayer de faire aussi bien que l'auteur. Conserver l'originalité, donc le traducteur écrivain, la surposition d'auteur, c'est une œuvre de recréation. Et c'est là où réside toute l'ambiguïté en fait entre création et traduction, parce que le traducteur, il se veut un créateur d'un texte qui naît sous sa plume, mais en réalité, sa tâche se borne techniquement et sur l'activité de transposition, de transcrire, quoi. C'est ça, en fait, l'opposition, le paradoxe qui existe déjà. Donc retranscription, donc c'est la retranscrire. Le traducteur en retrait, donc il se met en retrait, il identifie les signes et marques pour les retranscrire. Euh, donc il écrit.
à nouveau ce qui a été déjà écrit, donc il n'invente pas. Et dans tous les cas, traduire, hein, comme je vais vous expliquer là, contient des traits de subjectivité. Donc, on ne peut pas être tout à fait objectif lors de procéder à une activité de traduction. Donc, les traits de subjectivité organisent et en suivant un rythme, imagerie particulière, analyse stylistique pour le traducteur, être attentif aux données formelles de la langue, puis construire des systèmes d'équivalence. Un travail sur la langue, il faut bouger les lignes. Il y en a, il y en a fait transgression, donc c'est dépasser la transgression, c'est dépasser les frontières, hein, qu'il faut pas d'ailleurs transgresser. Jusqu'à récemment, des traducteurs n'osaient pas, n'étaient pas audacieux, étaient timides, laissant de fait l'originalité de côté. Donc maintenant, après avoir lu ça, on reproche aux traducteurs de ne pas avoir l'audace nécessaire de transpasser, de transgresser euh, le canon quoi, de la traduction d'antan, de l'époque. Bah, une dimension interprétative. Ici, c'est l'interprétation, grosso modo, qui joue, hein. La signification non aléatoire, mais ouverte, de nombreuses interprétations sont possibles. Puis, il y a des traductions, plus l'œuvre est susceptible d'être de qualité. Traduire un texte, c'est d'abord l'interpréter. Soit traduire un texte, c'est d'abord l'interpréter. Ça veut dire, on procède à une sorte d'interprétation, hein, afin de comprendre, de piger, d'être en mesure de déceler, de déchiffrer, de décoder hein, le texte en tant qu'unité linguistique. Et puis, bon, on procède automatiquement à l'acte. On passe à l'acte de la traduction après avoir interprété le texte. Bon, moi je pense que je dois m'arrêter là parce que il existe pas mal de problèmes qui se posent aux traducteurs. Ça, on va voir au cours du cours prochain, les problèmes qui se posent aux traducteurs, et puis puisqu'il faut quoi et comment est-ce qu'on va trouver bon, les solutions à ces problèmes qui s'opposent aux traducteurs. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là et on se voit le cours prochain. Merci, allez, bonne journée.